6,5 milliards d'euros, c'est le montant d'aide donnée par l'Union européenne aux États de l'Afrique de l'Ouest. Cette aide est relative au PAPED pour la période 2015-2020. Aujourd'hui, 20 mars, les pays francophones célèbrent la journée internationale de la francophonie, une journée qui a été initiée par l'OIF. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre ce journal. Les États de l'Afrique de l'Ouest ont donc bénéficié lundi dernier d'une aide de 6,5 milliards d'euros de l'Union européenne. Cette aide destinée à accélérer les consensus autour de l'organisation du commerce est relative au programme de l'accord de partenariat économique pour le développement PAPED pour la période 2015-2020. Commentaire Rachida Altini. En janvier 2008, les chefs de l'État de l'Afrique de l'Ouest ont exprimé leur volonté de conclure un accord de partenariat économique APE porteur de développement. Le résultat de ce travail pionnier est l'élaboration d'un programme de l'APE pour le développement PAPED. Les projets identifiés ont fait l'objet d'une estimation financière initiale de 9,5 milliards d'euros, soit plus de 6 220 milliards de francs CFA sur 5 ans. Mis au point par l'Afrique de l'Ouest, le PAPED est un élément essentiel de l'APE qui vise à financer des projets liés au commerce, à l'industrie, au transport et à l'énergie dans la région, tout en apportant un soutien à la société civile. Pour accélérer les consensus autour de l'organisation du commerce entre l'Afrique et l'Union européenne, les États de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Nigeria, le Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, le Togo et la Mauritanie ont bénéficié lundi 17 mars dernier d'un soutien financier de 6,5 milliards d'euros, soit environ 4 257 milliards de francs CFA de la part de la Commission européenne, financement relatif destiné au programme de l'accord de partenariat économique pour le développement PAPED pour la période 2015-2020. Selon le commissaire européen Andris Piebalgs, la mise en œuvre de l'APE contribuera à la création de conditions favorables permettant d'accroître les échanges dans la région et de stimuler la croissance et la création d'emplois. Ce nouvel engagement substantiel de la part de la Commission européenne et des États membres de l'Union européenne témoigne du soutien permanent en faveur de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, qui est la plus avancée du continent africain, souligne l'agence Afriquinfo. Le commissaire Piebalgs a déclaré à cet égard que l'engagement de l'Union européenne répond aux besoins exprimés par l'Afrique de l'Ouest et permettra à la région d'exploiter toutes les possibilités offertes par l'accord de partenariat économique. La mise en œuvre de l'APE contribuera à la création de conditions favorables permettant d'accroître les échanges dans la région et de stimuler la croissance et la création d'emplois. Le développement de la région contribuera également à renforcer la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest. En 2010, l'Union européenne s'était déjà engagée à fournir 6,5 milliards d'euros de soutien au PAPED pour la période 2010-2014. Le montant de cet engagement a encore été augmenté, la valeur des projets financés par l'Union européenne ayant finalement atteint 8,2 milliards d'euros par le biais des instruments européens, de la coopération bilatérale entre États membres et de la Banque européenne d'investissement. Le PAPED constitue aujourd'hui une étape essentielle du processus conduisant à la mise en œuvre future de l'accord de partenariat économique. Un accord qui constitue un partenariat d'un nouveau genre entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne, de la mesure où, bien qu'il s'agisse d'un accord commercial, le développement en est un de ses objectifs spécifiques. Il vise à renforcer les économies de l'Afrique de l'Ouest en élargissant la gamme des biens produits et exportés et en renforçant les échanges commerciaux entre les pays de la région. Le 20 mars de chaque année, l'ensemble des pays francophones célèbre la journée internationale de la francophonie, initiée par l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Cette journée célèbre la langue française dans toute sa diversité. Retrouvons une fois de plus Rachida Altini. La journée
internationale de la francophonie est une célébration mondiale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Elle a lieu le 20 mars de chaque année. Cet événement a été instauré depuis 1998. C'est un moyen pour les 115 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, de célébrer leurs liens communs. Cette journée est consacrée à la langue française qui unit des millions de locuteurs dans le monde et rassemble tous les francophones. C'est le rassemblement de tous les pays francophones pour une cohésion sociale, pour une culture de paix et de fraternité, pour un monde sportif et culturel. C'est pour connaître les valeurs des uns et des autres, des pays aussi français que nous n'avons pas la chance de connaître. Donc ce rassemblement est primordial pour tous les pays français de la francophonie. Nous avons des causes communes que nous devrons défendre ensemble. Alors si tel est que les pays francophones se rencontrent de temps en temps et font les déplacements, si on fait aujourd'hui le Niger, demain c'est un autre pays, et ça permettra non seulement au Niger d'avoir un certain nombre de connaissances, un certain nombre de valeurs. C'est l'occasion pour les francophones du monde entier de fêter en exprimant leur solidarité et leur désir de vivre ensemble dans leurs différences et leur diversité. La date choisie pour cette célébration est l'anniversaire de la création de la première organisation francophone, l'Agence de coopération culturelle et technique, lors de la conférence de Niamey en 1970. De ce fait, le Niger demeure le berceau de la francophonie. Le Niger est membre fondateur de la francophonie au Niger, nous en sommes conscients. Par le père fondateur Diori Hamani, Tunisie nous avons Habib, ainsi qu'au Sénégal nous avons Senghor, Léopold Sédar Senghor. Et c'est à l'image de cela que, au départ, la francophonie était un événement ou un mouvement grandiose, sérieux, respectable et considéré de tous en Afrique. Pour marquer cette journée, l'Organisation internationale de la francophonie et plusieurs pays organisent la semaine de la langue française et de la francophonie. Plusieurs concours sont organisés afin de mettre en valeur les subtilités grammaticales, syntaxiques et lexicales de la langue française. Mais pour véritablement guider l'OIF dans son action, les chefs d'État doivent s'impliquer de façon concertée dans les débats afin de relever les défis et visions d'avenir pour la francophonie. De nos jours, la francophonie est laissée en appendice. Nous ne voyons pas concrètement quelles sont les relations bilatérales ou multilatérales que la francophonie est en train de développer en Afrique de l'Ouest principalement, à l'image du Commonwealth des Anglais. Et quand même, on sent qu'ils sont en train de s'activer pour se développer à travers ces relations-là. Nous avons l'impression d'être laissés à l'oubliette. Nous voudrons que nos chefs d'État se retrouvent et créent les conditions, en tout cas, qu'on sente que cette organisation est en vie. La célébration de la Journée internationale de la francophonie, c'est l'occasion pour les chefs d'État et de gouvernement de relancer la défense et la promotion du français. Mieux encore, de renforcer la place de la langue française dans leur système éducatif et de prendre des mesures nécessaires à l'application effective des dispositions nationales et internationales relatives à l'usage du français dans la vie internationale. La paix, la démocratie et les droits de l'homme constituent des valeurs fondamentales de la francophonie. Les chefs d'État et de gouvernement doivent ainsi tout mettre en œuvre pour renforcer la coopération juridique et judiciaire entre les États francophones. Ils doivent aussi plaider pour une plus grande place de l'Afrique dans les instances internationales, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Conseil national de l'initiative francophone de formation à distance des maîtres s'est réuni ce matin en session ordinaire. Il s'agit pour les participants à cette session de présenter l'initiative francophone de formation à distance des maîtres. Isdor Banaba Ibrahim Idi. La dégradation du système éducatif est une préoccupation majeure. Conscient de cela, certains pays ayant le français comme langue officielle et l'Organisation internationale de la francophonie
ont décidé de prendre le taureau par les cornes à travers l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM. Au Niger, les principales cibles de cette formation sont les enseignants contractuels. Cette initiative, qui est à sa phase expérimentale au Niger, va concerner 2 régions, Maradi et Tillabéri, et près de certains enseignants contractuels verront leur capacité renforcée. L'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie se sont fixés pour objectif, à travers l'IFADEM, d'améliorer les compétences des instituteurs en poste, en pédagogie et dans l'enseignement de disciplines linguistiques et non linguistiques. Cela à travers la définition de la mise en place d'une stratégie de formation continue des enseignants du primaire qui s'appuie sur des méthodes de pratique de la formation à distance, ce qui est très important pour le Niger, eu égard au nombre important d'enseignants sans formation initiale. Ainsi donc, l'IFADEM participera sans nul doute aux efforts en faveur d'une éducation de base de qualité pour tous. L'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres permettra d'outiller les enseignants sans formation initiale pour mieux les préparer à la profession d'enseignant sans que ceux-ci n'abandonnent leur poste. Les enseignants vont être regroupés un petit temps pour leur donner les BABA de ce mode d'enseignement. Puis après, sur le terrain, ils seront suivis par des encadreurs pédagogiques. Il s'agit de former des enseignants en les maintenant sur place. Ils sont en poste, mais ils sont encadrés par des tuteurs qui les visitent régulièrement. Et ils auront des livrets. Ces livrets partent du principe de ce qu'on appelle l'enseignement programmé. L'enseignement programmé, c'est un mode alternatif d'enseignement qui consiste à concevoir les documents de façon à ce que l'apprenant lui-même puisse se former. Et il y a des tests pour s'auto-évaluer et s'auto-corriger. Okay. Donc c'est un mode d'enseignement particulier qui a été expérimenté dans d'autres pays. En particulier, IFADEM a été expérimenté au Bénin, à côté, au Burundi, en Haïti, à Madagascar. L'initiative IFADEM a déjà fait ses preuves dans certains pays francophones avec des résultats probants. Avec cette formation à distance, le Niger espère remédier le problème de la baisse de niveau dans le système éducatif au cours des années à venir. Le gouvernement du Niger et l'USAID ont ouvert ce matin au Grand Hôtel de Niamey un atelier qui a pour objectif d'établir une base de collaboration future sur la programmation et la stratégie de l'USAID en matière de résilience. Un atelier qui fait partie de l'initiative RISE, une nouvelle initiative de l'USAID qui a pour but d'accroître la résilience au choc climatique des peuples vulnérables dans le Sahel. Les images. Cet atelier qui réunit des représentants des gouvernements du Niger, du Burkina Faso et des partenaires actifs dans le secteur de la sécurité alimentaire et de la croissance économique a pour objectif d'établir une base de collaboration future sur la programmation et la stratégie de l'USAID en matière de résilience. C'est le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger qui a de prime abord situé le cadre de l'atelier. Aujourd'hui, nous rassemblons tous les intervenants, et non seulement pour le Niger, mais aussi pour le Burkina Faso. Parce qu'il y a beaucoup de points communs entre les différents pays de la région du Sahel, et de plus en plus, l'USAID s'efforce d'agir sur une base régionale. Quand on parle de résilience, de rendre plus possible à des individus, à des familles, à des communautés tout entières, de surmonter les difficultés qui peuvent les frapper suite à la sécheresse, aux inondations, aux fléaux acridiens ou à tout autre fléau. Ensuite, Franklin Moore, administrateur adjoint du bureau pour l'Afrique de l'Agence américaine pour le développement international USAID, est revenu dans une intervention sur la sécurité alimentaire et les crises dues à certaines catastrophes naturelles comme la sécheresse, les inondations
pour réitérer l'engagement de l'USAID à aider les populations du Sahel pour surmonter ces difficultés. Le représentant du gouvernement du Burkina Faso a pour sa part illustré les efforts consentis par le gouvernement burkinabé pour la résilience en faveur des paysans. Notre contribution ce matin vise à exposer un peu quelle est la contribution que notre gouvernement au Burkina Faso a pu apporter aux paysans jusqu'à aujourd'hui. Malgré tout ce qu'on observe comme résultat positif, il reste qu'il y a des gens qui sont encore laissés en marge de la route. Donc c'est pourquoi nous pensons que les initiatives de résilience, notamment l'initiative de l'USAID qui est en train de se mettre en route, permettra un peu de s'aligner dans les visions du gouvernement du Burkina Faso qui a déjà dessiné des sillons pour pouvoir en fait intervenir auprès des populations chroniquement vulnérables. Le haut commissaire à l'initiative 3N a dans son discours d'ouverture des travaux souhaité la bienvenue à l'assistance. Alaouri Diallo a également défini la résilience avant de donner l'objectif des 3N. Dans le contexte nigérien, où nous connaissons depuis plusieurs années des crises alimentaires périodiques liées aux sécheresses récurrentes qui érodent les capacités de résilience des systèmes de production et des ménages, chez nous, sécheresse, sécurité alimentaire et résilience sont indissociables. C'est la même chose. Voilà pourquoi donc, le gouvernement du Niger a adopté depuis 3 ans l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette stratégie qui est conduite sous la direction et la forte implication personnelle du président de la République se propose principalement, d'une part, de renforcer la résilience des populations à la sécheresse en s'attaquant aux causes structurelles de l'insécurité alimentaire et d'autre part, à créer les conditions favorables à la transformation du secteur agro-silvopastoral pour en faire le soubassement de l'économie nationale et le moteur de développement de notre pays. L'objectif à terme de l'initiative 3N est que plus jamais sécheresse ne soit synonyme de famine au Niger. L'atelier qui va durer 2 jours permettra aux participants d'unir leurs réflexions et savoir-faire pour une résilience réussie au grand bonheur des populations vulnérables des pays du Sahel. Politique dans cette édition, les délégations politiques départementales du parti CDS Rahma de Dakoro et Bermo dans la région de Maradi ont organisé un meeting. C'était sous la houlette du secrétaire général du parti El Haj Moussa Saleh. Les dites délégations ont à la suite de ce meeting rendu public une déclaration. Le résumé avec Alzouma Seyni-Soumeda. Ce meeting qui a réuni les militantes et militants de la Convention démocratique et sociale CDS Rahma dans la commune urbaine de Dakoro est co-organisé par les délégations départementales CDS Rahma de Dakoro et de Bermo. Un meeting politique épaulé par El Haj Moussa Saleh, secrétaire général adjoint du parti, qui a mobilisé une foule acquise aux autorités actuelles, sanctionnées par une déclaration dans laquelle les 2 délégations départementales apportent leur soutien au comité paritaire du CDS Rahma. Considérant l'intérêt supérieur des peuples nigériens qui aspirent à la paix, la prospérité et au progrès, considérant la volonté du président de la République Issoufou Mahamadou d'unir tous les Nigériens autour de son programme de renaissance dans un Niger sécurisé, considérant l'adhésion massive du peuple nigérien à la formation du 2e gouvernement de la 7e République en vue de la réalisation d'une démocratie apaisée, considérant la réalisation des grands chantiers et la programmation de gros investissements entreprises par le gouvernement sous l'impulsion de son Excellence Issoufou Mahamadou, nous militants et militantes du CDS Rahma des délégations départementales de Dakoro et Bermo réunis autour du camarade député Moussa Saleh, secrétaire général adjoint du parti, apportons notre soutien sans réserve à son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République. Saluant la
la sagesse et la clairvoyance du camarade Moussali. Saluons et encourageons toutes les femmes et tous les hommes politiques qui ont fait le bon choix, celui de soutenir le président Issou Mamadou. Demandons enfin au président de la République de tout mettre en œuvre pour défendre l'intégrité du territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. En outre, les délégations départementales de Dakoro et de Bermo encouragent le comité paritaire à poursuivre son initiative pour un Rahma uni et fort. Cette mobilisation des délégations départementales de CDS Rahma, de Dakoro et Bermo autour de Alhaji Moussa Saleh traduit la volonté des militants de la zone à bâtir un parti CDS Rahma uni et fort capable de relever les défis politiques actuels. Autre aspect de cette édition, la fédération communale des COGES du 1er arrondissement a tenu ce matin dans les locaux de la Maison de la Presse son deuxième assemblée générale. Objectif, faire le bilan à mi-parcours des activités réalisées par la dite fédération. Compte rendu, Mariam Assoumana et Jamilou Oumarou. Faire le bilan à mi-parcours de ses activités conformément au respect de son plan d'action 2013-2014, tel est l'objectif que vise la Fédération communale des COGES du 1er arrondissement à travers cette deuxième assemblée générale. Cette fédération qui a la charge de relever le défi de la qualité de l'enseignement dans 106 établissements scolaires a saisi cette occasion pour soulever quelques difficultés majeures auxquelles font face les enseignants dans l'exercice de leur métier. Notre deuxième assemblée générale était pour faire le bilan à mi-parcours de l'année 2013-2014 et de faire les points des difficultés qu'on rencontre, puisqu'il y en a plein. Nous avons des difficultés entre enseignants et élèves, souvent des élèves agressifs. Nous avons conflit entre parents et enseignants. Souvent, les enseignants sont classés comme des lave-marmites. L'heure aujourd'hui, le pouvoir est réduit à être même envoyé par des élèves. Ils ont des problèmes. Ces gens, ils ont des problèmes. Face à ces problèmes et pour la bonne marche de ces écoles, la Fédération communale des COGES du 1er arrondissement entend intensifier ses actions. Elle appelle par ailleurs les autorités à lui prêter main forte pour que l'enseignement puisse retrouver ses lettres de noblesse. On a remédié beaucoup de problèmes et on va continuer à régler beaucoup de conflits et nous allons présenter à l'État les résultats de ce qu'on est en train de faire comme effort. En ce sens-là, nous demandons à l'État de nous accompagner. Une fédération, c'est une fédération, elle est sous contrôle de l'État. Donc nous, on peut relever, calmer les esprits à notre niveau, au niveau haut, il faut que l'État accompagne la fédération. Au cours de cette assemblée générale, plusieurs points relatifs à la qualité de l'enseignement ont été débattus. L'assistance a également posé des questions pertinentes auxquelles la fédération a apporté des réponses. La salle de réunion de l'hôtel La Girafe de Tillabéri a servi de cadre hier mercredi à l'ouverture de la session d'échange entre le Comité international de la Croix-Rouge CICR et les autorités administratives et coutumières de la région. D'autres précisions avec Ismaël Bedi. Organisée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR, cette session d'échange avec les autorités administratives, coutumières et les forces de défense et de sécurité de la région de Tillabéri a pour but de passer en revue les réalisations faites par le CICR dans la région, mais aussi de recueillir les impressions et suggestions des uns et des autres
en vue d'améliorer la mise en œuvre des programmes de cette organisation humanitaire dans la région de Tillabéri. Ça, c'est une activité traditionnelle du CICR. Partout où le CICR intervient, le CICR se concerte avec les acteurs influents, se concerte avec les bénéficiaires, ainsi qu'avec les responsables. Donc le but, comme je le disais tantôt, étant d'arriver à une mise en œuvre la plus efficiente possible de nos programmes et surtout une mise en œuvre qui tienne compte des besoins de la population. Car vous le savez, les responsables administratifs sont ceux qui savent le plus ce dont ont besoin les populations. Donc voilà un peu l'objectif de cette session d'échange-là. Alors nos attentes, c'est évidemment d'avoir le soutien des autorités. Quand je parle de soutien, ça veut dire leur facilitation. Ça veut dire qu'ils nous aident à avoir une meilleure compréhension des problèmes humanitaires qu'il y a et des besoins de la population, qui nous aident dans la mise en œuvre de nos programmes, qui nous aident à travers un apport critique en termes de suggestions, conseils, orientations pour qu'on ait une meilleure mise en œuvre de nos programmes. Ça, c'est un peu l'objectif qu'on attend d'eux. On veut aussi avoir leur retour, leur feedback des activités et des besoins de la population. Le secrétaire général du gouvernorat de Tillabéri, après avoir remercié et encouragé le CICR pour tous les appuis qu'il ne cesse d'apporter dans la région, a exhorté les participants d'être attentifs tout au long de cette session. Le rôle de la Croix-Rouge nigérienne doit aussi être relevé pour se féliciter de sa présence dans toutes les actions humanitaires déployées dans la région. À ce sujet, il me plaît de saluer les efforts du CICR en vue de rendre la Croix-Rouge nigérienne, section de Tillabéri, encore plus opérationnelle pour répondre aux défis humanitaires, tels les inondations qui sévissent régulièrement dans la région. La construction du CICR du siège régional de Tillabéri, des locaux de Terra et de Walam vont contribuer à renforcer ses capacités. Avec le soutien des autorités de la région, le CICR est actif depuis plusieurs années à Tillabéri, aux côtés de la Croix-Rouge nigérienne, où il déploie des programmes pour la protection et l'assistance aux personnes de la région affectées par les effets climatiques, l'insécurité et les conséquences de la crise dans le nord du Mali. L'ONG Secours au développement durable SOD a initié ce matin une cérémonie de remise d'attestation de formation à 20 jeunes pris en charge par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. SOD est une ONG qui offre une seconde chance aux jeunes ayant quitté les bancs de l'école en leur apprenant un métier. Jibril Mekido, Imran Meiga. Offrir une seconde chance aux jeunes ayant quitté les bancs de l'école en leur apprenant un métier afin qu'ils puissent se prendre en charge. Tel est l'objectif que s'est assigné l'ONG Secours au développement durable SDD. Créée depuis septembre 2004, l'ONG SDD s'investit dans la formation des jeunes défavorisés à travers des cours théoriques et pratiques dans le domaine de la couture et de la teinture. Une formation sanctionnée par un diplôme. L'ONG SDD est souvent appuyée par des partenaires tels que le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et de l'apprentissage qui a pris en charge la formation de 20 jeunes. Ces jeunes reçoivent aujourd'hui leur diplôme accompagné d'un guide de travail. Et son objectif, c'est pour venir au secours des enfants qui n'ont pas une formation adéquate. Et cette formation, c'est dans la couture, nous faisons la couture, la bordure à la machine, faisons la teinture, la cuisine, et pour aider ces enfants qui n'ont pas une formation adéquate. Et puis, les enfants déscolarisés et analphabètes. À la fin de l'année, parce que ici, chaque élève, enfant qui rentre ici, il fait 3 ans de formation. Et à la fin de la formation, il y a des examens que nous faisons. Et après les examens, ceux qui sont les plus méritants, ils ont une attestation que nous les délivrons chaque fin d'année. Actuellement, nous avons eu à former un groupement de femmes dans la teinture basin et que FAFCA a financé. Et ça fait 20 jours que nous sommes en train de donner cette formation à ces femmes. Et c'est aujourd'hui la fin. Et nous allons délivrer leur attestation. Et cette formation, c'est pour permettre à ces femmes d'améliorer leurs conditions de vie.
Fiers de cette seconde chance que leur offre l'ONG SDD, les jeunes apprentis exhortent les autres jeunes à apprendre un métier en cas d'échec scolaire. Je suis venu pour apprendre quelque chose pour devenir quelqu'un d'évalué. Sans avenir là, je veux rien faire. Mais si je suis quitté l'école, mais parce que je suis fait la 5e, mais je suis élevé, mais j'ai dit que non, dans la vie là, il faut apprendre à un métier. Mais si c'est ça, tu vas rien faire dans la vie. Mais j'ai dit que non, si le travail, si l'école, si ça ne va pas là, il faut faire un métier. Il y a beaucoup de métiers. Mais j'ai dit qu'à mes parents, je veux travailler je veux faire un métier pour devenir quelqu'un. Ça, dans la vie, ça, rien là, c'est pas bon. Tu vas dire que tu vas compter sur l'école, mais si tu comptes sur l'école beaucoup là, dans la vie, c'est pas l'école que ça va t'en sortir. Composé d'une équipe de formateurs dynamiques, l'ONG SDD ambitionne de se lancer bientôt dans la formation des jeunes en mécanique. Véritable centre de formation au service des jeunes défavorisés, l'ONG SDD doit être soutenue afin qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Cérémonie de remise de kits et d'attestation de formation à 50 apprenants formés à l'Emaïr sur un programme mis en œuvre par le projet PDF 2, une formation qui a duré 3 mois. Compte rendu Ramedi Alassane Babali Amazagui. Ils sont 50 jeunes à risque selon l'expression consacrée, issus des communes d'Arlit et du Ferroal, à avoir suivi avec succès une formation à l'école de mines de l'Aïr durant 3 mois. Ceci dans un programme mis en œuvre par le projet PDF 2 visant à renforcer la résilience communautaire à l'extrémisme violent. Un des points d'objet de la présente cérémonie est de contribuer au renforcement de la résilience communautaire, comme je le disais, à travers l'autonomisation des jeunes par ces genres de formation vocationnelle. Elle va aussi contribuer à renforcer la stabilité et accroître la résilience communautaire à l'extrémisme violent, un but global du projet. À l'adresse des jeunes formés, le maire adjoint a eu les propos dont voici la teneur. Pour moi de présider cette cérémonie de remise de diplômes et quitte à 50 jeunes à risque, moi je ne dirais pas à risque parce que vous avez déjà appris maintenant, donc des jeunes d'Arlit et Ferroal qui sont dès aujourd'hui appelés à monter leur propre atelier. Je saisis en même temps cette opportunité pour remercier tous ceux qui ont accepté d'honorer par leur présence à cette cérémonie, en particulier ceux d'Arlit et du Ferroal. Mesdames et messieurs, la région d'Agadez, par ma voix, et aussi la commune d'Agadez, salue le projet ISAID PDF 2 pour cette noble initiative visant à accroître la résilience communautaire à travers l'organisation de ce genre de formation vocationnelle afin de mieux prendre en compte les besoins des jeunes et des communautés. D'obtenir leur diplôme et leur kit d'outillage qui vont avec, les jeunes à travers leur porte-parole nous livrent leurs impressions. Alors tout d'abord, on remercie PDF sur son programme d'aider les jeunes au chômage. On remercie également l'Emaïr et l'autorité de la 7e République parce que la formation qu'on nous a donnée nous a permis, non seulement il y a les installations différentes là qu'on a fait sur l'arène. Signalons que lors de cette cérémonie, plusieurs orateurs ont pris successivement la parole, qui pour prodiguer des conseils aux jeunes formés, qui pour saluer cette initiative du projet PDF2 qui demeure un exemple de coopération fructueuse entre le Niger et les États-Unis d'Amérique.
L'association des chirurgiens dentistes du Niger a procédé ce matin à l'école primaire Wright de Niamey à une série de sensibilisation et de dépistage des maladies bucco-dentaires à l'endroit des élèves de cette école. Compte rendu Murtala Zouberou et Issa Hassan. Organisée par l'Association des chirurgiens dentistes du Niger avec l'appui du ministère de la Santé publique, cette série de dépistage des maladies bucco-dentaires initiée à l'endroit des élèves de l'école primaire Wright rentre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de dépistage des maladies bucco-dentaires célébrée le 20 mars de chaque année à travers le monde. C'est une manière pour toutes les associations du monde, n'est-ce pas, d'attirer l'attention du pouvoir public par rapport à ces problèmes de santé publique et la santé bucco-dentaire, parce que la santé bucco-dentaire est négligée, pas seulement au Niger, mais dans tout le monde entier. Donc c'est une manière pour nous de, non seulement d'attirer l'attention des autorités, de tout ce qui est comme pouvoir public par rapport à l'importance de la santé bucco-dentaire, mais aussi de leur faire comprendre surtout l'impact de la santé bucco-dentaire sur l'aggravation de la pauvreté dans le pays. D'autre part aussi, nous avons ciblé les écoles afin de promouvoir la santé en milieu scolaire. Parce que la dent est l'un des organes précieux du corps humain, elle doit être bien entretenue. Le dentiste recommande de les brosser à la fin de chaque repas. Cependant, il faut brosser les dents convenablement. Le temps de brossage, c'est après avoir fini de manger. La différence de ce que nous avons l'habitude de faire, c'est le matin au réveil, avant même d'aller à la mosquée, qu'on se brosse et on vient manger. C'est comme si j'ai l'habitude de prendre l'exemple de quelqu'un qui, le matin, il se réveille, il se lave, après il part travailler dans la bouche, il fait qu'il n'est plus propre pour aller au bureau. Il est obligé d'aller encore se laver. Parce qu'après avoir fini de manger, c'est comme si vous n'avez rien fait. Le premier brossage là est nul, donc il va falloir reprendre. C'est le premier point, donc c'est brosser après les principaux repas. Maintenant, la technique de brossage, on a l'habitude de faire des mouvements de va-et-vient. Avec les mouvements de va-et-vient, on est en train de blesser la gencive. La technique, le mouvement approprié, c'est de la gencive vers la dent. C'est de manière un peu résumée, du rouge vers le blanc. Pas avec force, mais avec souplesse. La directrice de l'école Wright, pour sa part, s'est dit très satisfaite du choix de son école pour cette série de sensibilisation et de dépistage des dents des maladies bucco-dentaires. Cette sensibilisation non seulement va consolider les acquis, d'autant plus que c'est des leçons que nous faisons en classe, donc avec cette concrétisation, ça va consolider les acquis, mais aussi ça va permettre à ce que les élèves soient toujours présents, qu'il n'y ait pas beaucoup d'absence, quoi. Avec cette sensibilisation-là, alors nous allons toujours avoir les élèves en classe, il n'y aura pas, ça va diminuer le taux de déperdition. Mais aussi, ces élèves-là qui sont sensibilisés vont continuer la sensibilisation au sein de leur famille et même de leur entourage. Avoir toujours ses dents propres, saines, est une très bonne chose. Cette série de dépistage et de sensibilisation vient à point nommé, car elle va permettre à ces élèves de mieux comprendre l'importance de l'hygiène bucco-dentaire. Orange Niger a lancé ce matin le voyage au cœur d'Orange 2014. À travers ceci, Orange Niger invite ses clients à venir visiter ses locaux et différents services. Compte rendu Hima Seibou et Idrissa Maman. Faire des relations publiques d'Orange Niger un véritable tremplin pour enraciner l'image d'une entreprise moderne et responsable. Démontrer sa participation au développement économique du Niger et faire de la pédagogie sur les enjeux des télécoms au Niger, tels sont, entre autres, les objectifs visés à travers ce voyage au cœur d'Orange Niger. Le directeur général d'Orange Niger, tout en souhaitant la bienvenue à ses hôtes venus de l'intérieur du pays, a expliqué le concept voyage au cœur d'Orange Niger. Alors, voyage au cœur d'Orange, c'est un concept lancé par Orange il y a quelques temps et qui nous permet régulièrement d'accueillir chez nous les partenaires d'Orange, qu'il s'agisse des clients, parfois des autorités comme les députés, les associations de femmes. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir beaucoup de clients d'Orange qui sont à l'intérieur du pays. Donc certains sont venus de Difa, de Tawa, de Maradi, etc. C'est une façon pour nous de faire un petit clin d'œil à tous nos clients qui sont en région, puisque comme vous le savez, Orange couvre toutes les régions du Niger. On couvre déjà 75% de la population en seulement 6
artisans et où nous avons un fort développement dans les régions. Donc c'est vraiment une façon d'associer les régions, nos clients dans les régions à notre activité à travers ce voyage au cœur d'Orange. Donc le voyage au cœur d'Orange, c'est une matinée que nous passons avec ces personnes-là pour leur montrer un petit peu Orange de l'intérieur et finalement au-delà du contact que les gens peuvent avoir avec nos cartes SIM, notre internet, ils découvrent à travers ce voyage-là que Orange c'est une communauté d'hommes et de femmes, de salariés qui partagent une même passion, celle d'apporter au Niger, aux entreprises comme aux populations, le meilleur du numérique. Ça n'est ensuite suivi une visite des différentes agences d'Orange Niger dont le